Le feu, l'eau, la sécheresse, le gel, comment la vigne réagit-elle au changement climatique? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anne Levlier-Étienne, animatrice de cette série d'entretiens en tête-à-tête du balado de la SAQ Sous le bouchon. Nous recevons aujourd'hui une personnalité qui possède un cheminement des plus fascinants. Études en trompette classique, en théâtre, en journalisme, pour finalement bifurquer vers la sommellerie où elle cumule les plus hautes distinctions. Co-autrice du livre « Quel vin pour demain? Le vin face aux défis climatiques » publié chez Duno, disponible en ligne et au Québec en français et en espagnol. On la voit également aujourd'hui à la télé où elle fait des chroniques et on lit aussi ses recommandations dans plusieurs magazines. En 2017, elle met sur pied un événement international qui se déroule à Montréal sur l'impact des changements climatiques. Organisée tous les 2 ans, la conférence réunit les plus grands experts internationaux dans l'objectif d'un partage de connaissances sur les enjeux climatiques dans le monde vinicole, afin d'identifier des pistes de solutions durables. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 25, entrevue avec Michel Bouffard. Bonjour, Michel. Bonjour. Franchement, c'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui parce que c'est un enjeu, les enjeux climatiques, qui nous concernent tous. Hein? Oui. Et je m'avance à dire que tu es une experte en la matière. Je t'ai introduit et je disais que tu as eu un parcours assez atypique. Mm-hmm. D'abord, d'entrée de jeu, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? En fait, le vin est arrivé un peu par erreur, une espèce d'erreur de parcours qui est devenue mon parcours. Donc, je suis déménagée à Vancouver quand j'avais 21 ans parce que le meilleur prof de trompette classique en Amérique du Nord venait de gagner la première chaise à l'Orchestre symphonique de Vancouver. Et on est 10 dans le monde qui a auditionné pour lui, dont moi. Et donc, je suis partie pour aller étudier avec lui parce que l'objectif, c'était de devenir une trompettiste dans un orchestre symphonique. Donc, j'ai complété mon baccalauréat là-bas. Et entre-temps, en fait, c'était la première fois que je me retrouvais dans une ville où je connaissais personne et j'avais quand même besoin de gagner de l'argent pour m'aider à payer l'université. Donc, j'ai commencé à travailler dans les restaurants. Et je suis tombée en amour avec le vin, en fait. C'était complètement inattendu. Donc, j'ai bifurqué, j'ai fait toutes mes études dans le vin. J'ai eu une compagnie là-bas pendant 13 ans. Je faisais la gestion des caves des gens riches et célèbres. J'enseignais les cours de sommellerie. Je faisais la radio, la télé. Et après 20 ans à Vancouver, j'avais l'impression d'avoir terminé, de boucler un chapitre, si on peut dire. Et donc, j'ai décidé de revenir ici à Montréal. Et je m'intéresse au changement climatique depuis 2005. Donc, bien avant que ça devienne le sujet du jour, malheureusement. Et quand je suis déménagée à Montréal, je me suis dit, je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps. J'ai maintenant l'expérience, aussi les contacts un peu à l'international pour réunir les gens, les plus grands experts. Et donc, voilà, donc j'ai mis sur pied la conférence et la première a eu lieu en 2017. Bien justement, qu'est-ce qui a déclenché ou provoqué chez toi ce désir de mettre sur pied un événement international à Montréal sur les changements climatiques et la vigne en 2017? En fait, au début des années 2000, Al Gore a fait un documentaire qui s'appelle « Une vérité qui dérange ». J'ai écouté ce documentaire-là et je me suis dit, un jour, ça va devenir un enjeu vraiment important. Il n'y a personne qui en parle. Et à l'époque, je faisais un diplôme c'est un diplôme qui est basé en Angleterre. Donc, en anglais, ça s'appelle Wine and Spirit Educational Trust. Le dernier niveau, qui est le niveau 4, c'est un cours de 2 ans et demi. Et en terminant, tu dois faire un travail. Et à l'époque, je pouvais choisir le sujet que je voulais. Donc, j'ai fait un travail sur les changements climatiques. Et j'ai commencé à faire des appels. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand-chose, il n'y avait presque pas de recherche là-dessus. Alors que quand tu parlais aux vignerons, on se rappelle en 2003, en France, les gens mouraient. Il y avait eu cette première vague de chaleur et c'est la première année où les viticulteurs ont vraiment compris qu'il commençait à avoir un changement important. Et donc, je me suis dit, il y a peu de recherche, on en parle peu. Ça va être un enjeu important. Donc, quand j'aurai plus d'expérience, quand j'aurai plus de connaissances et plus de contacts, je vais faire quelque chose là-dessus. Et c'est pour ça que quand je suis revenue ici à Montréal,
j'ai senti que c'était le moment opportun. Mais il faut se rappeler que même en 2017, quand j'ai commencé... On parlait pas beaucoup de ça. Non, et c'était très difficile. Et il y avait même des régions viticoles en leur disant « Je veux que vous participiez ». Ils voulaient pas participer parce qu'ils voulaient pas être associés Mais pourquoi? à cette thématique parce que c'était une connotation négative. Et alors que je leur disais « Non, mais tout le monde est touché par ça. Donc, on va pas vous associer à quelque chose de négatif. » Il y avait peur. Alors aujourd'hui, 5 ans plus tard, ces régions viticoles font partie de la conférence parce qu'ils ont compris que c'est un enjeu mondial et qu'on devait se mobiliser pour en parler. Donc, c'est fascinant de voir à quel point, changement. en peu de temps, c'est juste 5 ans plus tard. C'est fou. On le sent même oui, temps. oui. Puis justement, tu sais, ta grande préoccupation face à l'avenir de la viticulture, est-ce que tu la ressens? Est-ce qu'elle est partagée avec tes collègues sommeliers ou les chroniqueurs ou tous les autres acteurs de l'industrie? Je pense que les gens qui sont le plus sensibilisés, c'est ceux qui travaillent La la terre, parce qu'ils le voient au quotidien. C'est juste pour vous donner un exemple. Cette année, en Toscane, il y a des producteurs qui ont perdu jusqu'à 80% de leur récolte aux maladies cryptogamiques. En Nouvelle-Écosse, en février, il y a eu un vortex froid et plusieurs personnes ont perdu leurs vignes au gel d'hiver. Donc, ça veut dire qu'on doit replanter, qu'on doit attendre 3 ans à avoir des fruits. Donc, c'est des coûts importants. Ensuite, on le voit, hein, cette année, le Canada brûlait de l'est à l'ouest. Donc, on a des feux. Donc, des feux dans une région comme l'Okanagan, en Colombie-Britannique, ça devient un enjeu annuel. Les vignes ne sont pas nécessairement brûlées, mais en fait, la fumée vient teinter le goût, vient altérer le goût des vins. Et donc, il y a des producteurs qui se retrouvent dans une situation où on n'est pas capable de commercialiser les vins parce que le goût est pas bon. Et donc ça, je pense que c'est juste quelques exemples d'une réalité qui va devenir de plus en plus courante. Ça va devenir la nouvelle normalité. Donc, je pense que les agriculteurs le voient. Je pense qu'il y a encore du travail à faire pour sensibiliser le reste de l'industrie vitivinicole, mais c'est certain qu'on voit une différence. On commence à voir cette mobilisation et cette inquiétude. J'avais jamais pensé à ça, de savoir que le goût peut altérer, disons qu'il y a des feux, et donc le goût de la fumée se fait ressentir à travers les vignes. C'est incroyable, franchement. C'est un exemple que tu illustres très clair de ces bouleversements-là que vit la carte du monde en viticulture. Tu es une grande experte en vin. Et donc, tu nous fais des propositions dans tes chroniques, à travers tes chroniques. Et donc là, moi, en tant que consommatrice, qui ne connais pas grand-chose au vin, surtout pas comme toi, j'aimerais ça que tu me fasses une distinction entre les terminologies ou plutôt les nomenclatures entre le bio, nature, verre allégé, puis aussi culture régénérative. Parce que comme consommateur, quand on arrive à la SAQ, il y a toutes sortes d'étiquettes. Moi, je prends bio, je vois vert, je le prends. Mon Dieu. Je sais que c'est... Ben non, mais je comprends. Donc, je vais c'est tous des sujets qui mériteraient qu'on en parle pendant des heures. Je vais résumer, mais j'aime beaucoup ta question parce que l'industrie du vin a fait un travail... si on compare à d'autres industries, on a de la difficulté à bien communiquer aux consommateurs, de les aider, de les accompagner dans cette difficulté de choisir un produit éco-responsable. Exactement. Donc, on a nommé plusieurs choses. Le verre allégé, je vais peut-être le garder pour la fin. Parce que c'est pas une certification. OK, parfait. Donc, d'abord, moi, ce que je dis toujours, en tant que consommateur, on arrive à la SAQ, par exemple, peut-être qu'on a le temps de discuter avec un conseiller en vin qui va pouvoir nous aider. Peut-être qu'on a aussi des enfants qui nous attendent dans la voiture. On a 2 minutes pour faire un choix puis aller payer. On n'a pas le temps d'avoir une discussion. On se retrouve devant une bouteille. C'est quoi les indices qu'on peut regarder? Les certifications aident énormément. OK? Si on voit une certification durable, biodynamie, ce sont tous des certifications différentes, un cahier des charges différent, mais déjà, on voit que le producteur devant nous s'engage à prendre des moyens pour instaurer des pratiques durables. Donc ça, c'est déjà un très, très bon signe.
Ensuite, je vais vous décortiquer un peu les termes. Donc, j'aime toujours faire des analogies avec la médecine, avec le corps, OK? Ah, OK, on y va. Donc, la viticulture conventionnelle. Oui. C'est comme si je suis malade, je prends des médicaments automatiquement. OK. Je me pose pas trop de questions. OK. La viticulture conventionnelle, ça veut dire que si on a des problèmes dans la vigne, on va utiliser des produits synthétiques, des produits de synthèse, des produits chimiques pour, des herbicides, des pesticides. OK. Hein? Donc ça, heureusement, il y a vraiment un mouvement. On tend de moins en moins à ça. à ça. Il y a vraiment un mouvement vers des pratiques durables. Ensuite, il y a ce que j'appelle la lutte raisonnée. Donc ça, c'est comme dire, je fais du yoga, je mange des légumes, je prends soin de moi parce que je veux pas tomber malade, je veux pas prendre de médicaments. Mais si j'ai une sinusite qui perdure, ça se peut que je prenne des antibiotiques, même si je veux pas en prendre. OK. Donc, la viticulture, la lutte raisonnée, c'est vrai, les vignerons vont mettre tout un écosystème en place pour avoir une biodiversité, pour avoir un écosystème sain, pour ne pas avoir à utiliser de produits de synthèse. Par contre, si on a un problème qui perdure, ça se peut qu'on fasse une application, mais en petite quantité. On est très conscientisé par rapport aux produits qu'on utilise. OK. Ensuite, le bio, ça veut dire qu'on n'utilise pas de produits de synthèse dans les vignes. Donc, je suis malade, je prends quelque chose pour mon mal de tête, mais je vais prendre quelque chose de naturel. Je peux pas dormir, je prends de la valériane, je vais pas prendre un somnifère. Je comprends. Vous comprenez? Ensuite, la biodynamie, j'ai des livres et des livres à la maison. C'est quelque chose qui est assez complexe, mais pour faire ça simple, en fait, la biodynamie va célébrer 100 ans en 2024. Oh, ouais. Donc, il y a 100 ans, les agriculteurs de l'Autriche, entre autres, se rendaient compte que la qualité des aliments était de pire en pire, que dans l'agriculture, on voyait un dépérissement dû à une surutilisation des produits de synthèse. Et donc, on a demandé à Rudolf Steiner de faire une série de lectures pour les agriculteurs, pour les aider à trouver des solutions. Et donc, il a fait 8 lectures et son propos était vraiment axé sur l'autosuffisance. Alors, comment on peut avoir un écosystème autosuffisant? Et donc, on fait souvent des analogies entre la biodynamie et l'homéopathie. Donc, au-delà de ne pas utiliser de produits de synthèse, tu es nécessairement bio quand tu es en biodynamie. Ouais. Mais en plus de ça, on va se questionner sur le pourquoi. On va utiliser des tisanes, par exemple, des préparations. On va aussi prendre en considération le cycle des astres, surtout le cycle de la lune, pour certaines pratiques dans la vigne et dans le chai. Mais je crois qu'en Antiquité, on faisait ça. En agriculture, je pense. Bien sûr. Ouais. Et même des producteurs qui ne sont pas nécessairement biodynamie, Okay. il y en a beaucoup qui vont toujours considérer le cycle de la lune parce qu'ils voient une influence. Donc, à quel moment embouteiller, à quel moment faire certaines choses dans la vigne et dans le vignoble. Donc, si ça vous intéresse, la biodynamie, allez découvrir en ligne. Il y a des milliers d'heures de recherche, d'investigation là-dessus. C'est très, très intéressant. Et donc, ensuite, je parlais de lutte raisonnée. Il y a plein de certifications durables aussi qui vont prendre en considération aussi le côté social autant qu'environnemental. Donc, quand on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale, donc il y a plusieurs certifications dans différents pays qui existent, qui peuvent aussi donner un outil pour le consommateur. Vous aviez parlé de verre allégé. Le verre allégé, c'est pas une certification, mais c'est quelque chose qui est hyper important parce que 40% de l'empreinte carbone d'une bouteille de vin est issue du conditionnement. Donc, lorsqu'on sait ça, c'est irresponsable en 2023 pour un consommateur d'acheter une bouteille lourde et pour un producteur de mettre son vin dans une bouteille lourde. La bouteille, on a souvent l'impression, ce mythe, on prend la bouteille, elle est lourde, on pense que le contenu est plus qualitatif. Aucunement, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein? Et je salue particulièrement la SAQ qui a fait beaucoup de travail en ce sens. C'est un monopole, donc ça a un impact énorme. Alors aujourd'hui, 83% des vins à moins de 25 $ sont embouteillés dans du verre allégé. Donc, ils travaillent avec les fournisseurs pour les inciter à mettre leur vin en bouteille de verre allégé. Donc, ça a un impact énorme. Si vous êtes un consommateur et que vous allez à la SAQ, que vous prenez la bouteille et vous vous dites
je pourrais faire des poids, je pourrais m'entraîner avec ces vins-là. C'est pas un bon signe. OK, c'est bon. Laissez-la là. Il y a tellement de bons vins. On peut choisir un autre vin qui va être aussi bon, mais qui va être dans un verre allégé. Donc, ça, c'est notre devoir à nous. Vous avez aussi parlé de vin nature. Le vin nature, il faut dire qu'il n'existe pas de certification de vin nature. Hein? OK. C'est un concept, c'est une philosophie. OK. Donc, les vins nature, ce qu'un producteur de vin nature essaie de faire, sa philosophie, c'est de limiter les intrants. C'est-à-dire qu'on fait du vin et on ne veut rien ajouter au vin pendant la production. OK. Il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter au vin. La liste est quand même assez longue d'ingrédients. Donc, un producteur de vin nature veut limiter, veut plus possible rien ajouter. Par exemple, le SO2, hein, le soufre, qui protège de l'oxydation, entre autres, qui est un antibactérien. Il y a des producteurs de vin nature qui sont plus extrêmes, qui vont ajouter aucun SO2. D'autres qui vont en ajouter, mais juste un peu. Un tout petit peu. OK? Et par exemple, il y a des pratiques qu'on va souvent éviter de filtrer ou de coller. Je fais tout le temps l'analogie du jus de pomme bio. Le jus de pomme bio versus le jus de pomme Minute Maid. Le jus de pomme bio, il est trouble. Oui. Il n'a pas été filtré, il n'a pas été collé, mais Oui. il est très goûteux. Après, il y a plein de producteurs. J'aime toujours dire que les producteurs, les petits producteurs qui sont conscientisés à l'environnement, à ce qu'on se met dans le corps, vont pas nécessairement se proclamer producteurs de vin nature alors qu'ils remplissent toutes les cases. Donc, il faut faire attention dans ça. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont compris que c'était un terme qui était populaire, OK. qui vont se proclamer producteurs de vin nature. Moi, des fois, je regarde à la SAQ les producteurs qui se proclament vin nature et je suis allée les visiter. Je sais que c'est pas nécessairement du vin nature. Ah non, hein? Donc, il faut juste faire attention, Oh. justement, parce que c'est pas un terme qui est légiféré. Il n'y a pas de certification. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les certifications. C'est que quand on va voir un producteur et qu'on quitte ce producteur-là, on ne sait pas ce qu'il fait. Alors que quand tu as une certification, il y a des gens qui vont venir cogner chez toi, qui vont s'assurer que tu fais ce que tu dis. Que ce que tu fais. Vous comprenez? Mhm. Mais comment, comme consommateur, on peut se retrouver dans tout ça? Tu sais, je t'écoute et les certifications semblent très importantes. Est-ce qu'il y a d'autres gestes qu'on peut faire, nous, comme consommateurs? Je pense que, bon, on a parlé des certifications, d'aller vers des producteurs qui sont certifiés. On sait déjà qu'ils ont un engagement environnemental. Mhm. C'est bien éviter les bouteilles lourdes. C'est sûr que la consommation locale, hein, c'est toujours bien. Tu sais, je dis toujours, dans un monde parfait, là, on veut prendre notre voiture électrique ou notre vélo, Oui. hein, partir avec notre bouteille vide, aller au producteur, la remplir et revenir chez nous. Ça serait le scénario idéal. C'est vrai. Bon, il y a toujours des dilemmes. Lorsqu'on veut améliorer les choses, si on attend que ça soit parfait, on ne fera jamais rien. Il y a toujours un dilemme. Est-ce que on pourrait parler de la voiture électrique? Hein? Il y a beaucoup de dilemmes autour de la voiture électrique. Donc, il y a toujours des dilemmes. On va faire des erreurs en chemin. Je pense que ça fait partie du parcours. Mais si on regarde tout ça et qu'on prend tout ça en compte, je pense qu'on va tous avancer vers un avenir plus vert. Et c'est ce qu'on veut. Oui. Tu sais, on parlait de consommation tantôt, comment le consommateur peut aller vers là, mais comment les vignerons aussi, qui embrassent ces démarches qui sont de plus en plus durables et responsables, est-ce que tu dirais que ces vignerons-là ont comme plus le choix d'aller vers cet avenir responsable et durable? Ça devient une nécessité. Je pense qu'ils sont confrontés à tous les jours. Donc, c'est sûr que quand tu es confronté à quelque chose tous les jours, c'est dans ta tête constamment. Nous, on est ici, on regarde la télé, on voit un peu ce côté un peu dramatique lorsqu'on voit la sécheresse, lorsqu'on voit les feux, lorsqu'on voit des températures excessives un peu partout dans le monde. Mais ça demeure sporadique. On n'est pas confronté à ça tous les jours. Le vigneron le vit tous les jours. Quand tu as perdu ta récolte, ça a un impact économique énorme. Donc oui, je pense qu'on est de plus en plus confronté à ça. Et il y a un mouvement qui force les producteurs à faire des changements, mais nécessairement, il y a aussi un coût à ça. Est-ce que c'est cher? Un coût, c'est-à-dire? En fait, c'est que il y a plusieurs statistiques là-dessus. Au début, il va y avoir un coût associé à ça, mais à long terme, ça va devenir plus rentable. Donc, il y a une transition qui est inconfortable.
Donc, peut-être que ta production va descendre un peu. Peut-être que tu vas faire des investissements comme les panneaux solaires. Donc, ça requiert un investissement. Mais toutes les étapes que tu mets en place, à long terme, ça va être rentable. Donc, c'est juste de passer à travers ça et d'avoir cette vision. Et c'est sûr que parfois, pour des petits producteurs avec moins de moyens, c'est plus difficile. Tu parles de vision, Michel. Est-ce que la viticulture régénérative fait partie de ça? Parce que c'est un terme que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est de la musique à mes oreilles. Ouh. Merci de mentionner ce terme. Je te dirais que de toutes les certifications, de tous les mouvements, c'est celui qui m'appelle le plus. Et pourquoi? Je fais une petite parenthèse. Ouais. Si jamais vous pouvez aller voir, il y a un documentaire qui est disponible en ligne sur Netflix, sur plein de plateformes. En anglais, c'est Kiss the Ground. Vous pouvez mettre les sous-titres. Il n'a pas été traduit. Moi, je l'ai regardé 3 fois. Kiss the Ground. Oui. Dans le monde entier, en ce moment, on n'a presque plus de matière organique dans les sols. On a une désertification. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça contribue au changement climatique. Les terres deviennent de moins en moins productives. Et lorsqu'on laboure la terre au mois d'avril, on voit dans le film à quel point les gaz à effet de serre s'échappent de la terre. Et donc, ça montre aussi le pouvoir qu'a l'agriculture et par extension la viticulture à changer les choses d'une façon extrêmement positive. Si on arrête de labourer la terre, si on a des couverts végétaux, si on se préoccupe de la santé de nos sols, on va accroître la matière organique, on va aussi accroître la capacité du sol à capter le carbone, à séquestrer le carbone. Il y a une étude qui a été publiée par INRA, qui est un centre de recherche en France. INRA dit, juste en France, si on fait bien les choses, on peut capter 41% des gaz à effet de serre juste en adaptant l'agriculture régénératrice. Donc juste ça, ça me donne le courage et l'énergie de continuer parce que je pense que la viticulture et les producteurs peuvent devenir un modèle, une inspiration pour changer les choses. Donc, et le consommateur a un pouvoir, on a un pouvoir d'achat. Donc, quand je vous dis encourager ces producteurs qui ont ces pratiques durables, vous leur dites, vous faites les bonnes choses, mais vous avez un rôle important pour changer les choses. Mais c'est là que je me dis, je suis contente d'être avec toi, puis je vais toujours être soucieuse quand je vais acheter mon produit. Puis l'agriculture régénérative qui dépeint sur la viticulture régénérative, c'est important de bien dire. Oui, bien en fait, des fois, il y en a qui disent agriculture régénératrice, d'autres régénérative. On voit les deux, c'est la même chose. Il y a même une certification maintenant qui existe. Je pense qu'on entend parler de plus en plus. Il y a encore beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Ce que j'aime beaucoup dans l'agriculture régénératrice aussi, c'est vraiment d'inciter les producteurs à trouver la meilleure façon d'être durable pour ton microclimat, pour ton endroit à toi, parce que les réalités sont différentes d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est hyper important également. J'aime vraiment beaucoup l'énergie que tu déploies en parlant de tous ces changements climatiques-là dans le monde de la viticulture. Et donc, j'ai goût de te poser la question suivante. Quelle était ton intention avec l'événement biannuel que tu as mis sur pied, Tasting Climate Change ou Goûter les changements climatiques? En fait, je constatais que l'industrie du vin, c'est assez fragmenté. C'est-à-dire que c'est gros, il y a plusieurs joueurs et on a tendance à travailler tous un peu de notre côté. Et on s'entoure de notre cercle, c'est-à-dire que si tu es sommelier, tu t'entoures de sommeliers. Si tu es viticulteur, tu vas parler aux viticulteurs. Mais pour vraiment être acteur du changement, je pense qu'il faut se réunir tous dans une même salle pour comprendre les enjeux de l'un et de l'autre. Il faut aussi ouvrir un discours avec quelqu'un qui ne pense pas toujours comme nous. C'est difficile parfois. C'est difficile, mais je pense que c'est crucial et c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Peut-être que c'est important d'avoir les producteurs qui font du vin de volume parce qu'ils ont un rôle hyper important. Il faut les avoir de notre côté. Il faut qu'eux puissent mettre en place des changements. Et souvent, ils ont les moyens financiers
pour donner de l'information aux petits producteurs qui n'ont peut-être pas les mêmes coûts financiers, les mêmes ressources financières. Je pense à Miguel Torres. Miguel Torres, qui jusqu'à ce jour a investi 15 millions d'euros dans les recherches. Son but, c'est que l'industrie du vin soit décarbonisée d'ici 2050. Donc, il travaille avec plein d'universités. Il a investi énormément. C'est le leader mondial. Et donc, Miguel Torres, qui est quand même un gros producteur en Espagne, qui est un pionnier en ce sens, si tu commences à voir tout ce qu'il a fait et qui est un petit producteur dans la même salle ou que tu regardes ses recherches, tu as accès à ces recherches-là. Donc, mon objectif, c'était de réunir ces joueurs importants pour qu'ils puissent échanger. Et à ma grande joie, je vois justement des changements. Je connais des producteurs qui sont venus à la conférence et qui ensuite se sont vus dans leur pays respectif pour aller plus loin dans leurs recherches. C'est génial. Donc, j'ai vu vraiment des actions concrètes suite à cette conférence de gens qui sont restés en contact pour continuer à avancer les recherches ou apprendre de l'un et l'autre. Est-ce que c'était dès la première édition de la conférence que tu as vu ces... Oui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Dès la première édition, je pense entre autres à Joshua Green, qui est le propriétaire de Wine & Spirit Magazine, qui est mon partenaire médiatique depuis le jour 1. Suite aux conférences, Joshua a modifié son modèle de magazine papier. Et avant d'envoyer le communiqué de presse à tous les journalistes un peu partout dans le monde, il m'a envoyé le communiqué de presse à moi pour me dire « Je veux que tu saches que je mentionne la conférence et que c'est vraiment parce que je viens ici depuis le début, que j'ai une réflexion et que je change, que je fais une modification dans le modèle du magazine papier. » Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est ces petites choses-là qui font en sorte qu'on continue. Pour moi, une des grandes victoires aussi, ça va être la première fois que la SAQ s'implique. C'est un partenaire majeur dans la conférence en 2024. C'est le monopole. Donc, je pense que quand un monopole s'implique, ça donne des ailes aussi parce que tu dis, OK, les gros joueurs s'impliquent. Je pense qu'on peut vraiment aller loin ensemble. Puis aller loin, est-ce que ça veut aussi dire que tu interviens pour faciliter les rencontres, les échanges avec les différents acteurs du milieu? Constamment. Pendant la conférence, je vais être sur la scène à animer plusieurs panels de discussion. C'est moi qui choisis tous les conférenciers. Donc, avant la conférence, j'ai 1 heure de Zoom avec chacun des conférenciers pour vraiment bien préparer ce qu'on va discuter sur la scène. Mais j'ai aussi le privilège, et là, ça fait partie des dilemmes, parce que je dois voyager pour le travail. Je sais que c'est pas éco-responsable et j'essaie de trouver une solution pour ça. Mais pour l'instant, je m'implique beaucoup partout dans le monde. Donc, j'assiste à des conférences. Et sur la scène internationale, je suis souvent appelée à donner des conférences pour sensibiliser les sommeliers, les producteurs. Cet été, j'étais à Gigondas dans le Rhône parce que les producteurs m'ont demandé de donner une conférence pour eux sur la gestion de l'eau, de leur partager ce que je savais sur les pays comme l'Australie et la Californie qui sont déjà confrontés à la sécheresse depuis des années. Donc, j'ai partagé mon savoir avec eux. Parfois, c'est pour partager mon savoir auprès des sommeliers à l'international. Donc, je suis impliquée au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. C'est incroyable. J'imagine que lors des conférences, il doit y avoir certaines présentations qui amènent des nouvelles idées. Aurais-tu des exemples? En fait, je crois que la réalité est tellement différente d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre et d'une personne à l'autre que la lumière se fait lorsque quelqu'un dit quelque chose et que toi, tu n'avais pas nécessairement pensé à ça. Et à chaque conférence, j'amène tout le temps un conférencier qui n'est pas du tout dans l'industrie du vin pour nous faire réfléchir sur quelque chose de différent. OK. La toute première conférence en 2017, l'ouverture, c'est Stephen Guilbeault qui l'avait fait. À l'époque, il était chez Équiterre. Il n'était pas au gouvernement. Donc, il a ouvert la conférence en nous partageant la réalité climatique qui était assez foudroyante, qui faisait peur, qui a secoué les gens beaucoup dans la salle. Cette année, je sais que ça va secouer aussi. J'ai Yves-Marie, qui est professeur au HEC, qui enseigne au développement durable, au département de développement durable, qui a écrit un livre sur la décroissance et qui va nous dire,
on essaie de trouver plein de solutions, mais au final, ce qu'il faut tous accepter, c'est de consommer moins. Il faut aller vers une décroissance. Donc, je sais que ça va être une conversation hyper inconfortable. Et ça fait partie aussi de ma mission, je te dirais. OK. Quand je choisis les panélistes, je vais souvent mettre des gens qui n'ont pas nécessairement la même vision ou qui n'ont pas nécessairement le même discours. Et donc, il va y avoir une confrontation sur les panels. Et l'idée, c'est pas de dire « moi, je suis mieux que toi », c'est pas ça du tout. L'idée, c'est d'échanger et de dire « OK ». De réfléchir ensemble. De réfléchir ensemble, parce que je pense que lorsqu'on parle à quelqu'un qui n'a pas nécessairement la même vision, qui pense autrement, c'est comme ça qu'on débloque et qu'on avance ensemble. Tu as voyagé le monde, tu as donné des conférences, justement, tu disais tout à l'heure, dans la région du Rhône. Au Québec, tu dirais, comment est-ce que tu vois les changements climatiques modifier la viticulture ici? C'est une bonne question. On a tendance souvent à faire des raccourcis en disant les pays où on a un climat très chaud, très sec, très aride vont souffrir, ils vont arrêter de produire et les régions comme le Québec vont bénéficier du changement climatique. C'est pas comme ça, hein? C'est pas noir ou blanc. Quand tout se passe bien, effectivement, la montée des températures va aider le Québec. Je pense qu'on a eu un bel exemple de ça en 2021. Les producteurs récoltaient des raisins à une maturité, on n'avait jamais vu ça. On avait vraiment du beau raisin. On faisait du vin sans la chaptalisation à 12,5 % d'alcool. C'était un magnifique millésime. Cette année, je sais que ça a été très difficile pour les vignerons. On a eu des gelées à des moments qui ont causé des dommages parfois. On a aussi eu énormément de pluie, donc beaucoup de maladies fongiques. Je pense que ça illustre bien la réalité, c'est-à-dire que quand on parle de changement climatique, on parle de chaos climatique. Et donc, c'est ça qui est difficile et ça touche toutes les régions. C'est pas constant d'une année à l'autre. Donc, si tout se passe bien, une région comme le Québec bénéficie. Mais dans une année où on a un chaos climatique avec beaucoup de pluie et la pluie qui tombe pas nécessairement au bon moment, ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est pas nécessairement, oui, le Québec va bénéficier. C'est plus compliqué que ça. C'est plus complexe. Bien, écoute, j'ai goût de te poser comme question qui conclut notre magnifique entretien. Toi qui es ambassadrice de ces enjeux climatiques dans le monde de la viticulture, ça serait quoi ton rêve ultime? Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage? En fait, moi, mon objectif, c'est que si les gens, en lisant mon livre ou en venant à la conférence, si ça éveille quelque chose chez eux, une étincelle, et qu'à partir de ça, ils ont un discours avec leurs amis, avec leurs collègues, j'ai déjà fait un grand pas parce que il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de communiquer à l'autre. Et je pense vraiment que c'est là que le travail collectif commence. Donc, je pense que c'est un geste à la fois. Tous ensemble, on va réussir à créer un monde plus vert. Merci tellement, Michèle. Je me sens très... J'espère que vous, qui vous êtes à l'écoute, vous vous sentez autant inspiré que moi, que je le suis présentement. J'ai l'impression de parler non seulement à une ambassadrice, mais une vulgarisatrice hors pair, une personne très impliquée qui vraiment détonne par le vouloir, la volonté de ce changement plus vert. Alors, je te dis un énorme merci, Michèle, de m'avoir accordé. Merci à toi d'avoir fait du temps pour ce sujet si important. Merci. Merci à toi, Michèle. Le balado « Sous le bouchon » est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, l'équipe des affaires publiques et communication de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Viss. Un merci spécial à Linda Bouchard et Marie-Claude Nantel pour le contenu de cet épisode. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Merci de nous avoir écoutés.